Il y a un drama qui vient de secouer les réseaux sociaux dans le cadre d'un balance ton youtubeur, mais beaucoup plus épicé et sordide que à l'accoutumée. En plus, en pleine période de l'affaire PPDA où il se fait accuser par 8 femmes d'agression et d'harcèlement, les 8 femmes ont perdu leur dossier qui est classé sans suite. C'est ouf. C'est ouf. Et comment c'est compliqué de faire confiance à la parole d'une femme dans la justice et ce genre de choses. Et en même temps, du côté des youtubeurs, 2 femmes dénoncent c'est pas du harcèlement ce coup-ci, mais des agressions sexuelles de la part d'un youtubeur. Mais deuxième effet qui se coule, il s'agit d'un youtubeur pro-féministe, ultra-gauchiste, qui est réputé dans le milieu pour répandre, on va dire, l'idéologie gauchiste, woke, progressiste, féministe, et il est un peu vu comme un chevalier blanc, un allié, un mec hyper sûr, un mec adorable dans ce combat, que ce soit LGBT, SJW et tout le bazar, et gauche et tout le bazar. Et c'est hallucinant de voir un chevalier blanc aussi étincelant tomber en disgrâce et être aussi tordu. Parce que, trigger warning, les 2 témoignages qu'on va lire, ils sont bordel de merde, cringe et surtout hard, extrêmement hard. Donc, surtout si vous êtes mineur, regardez pas cette vidéo, sérieusement. Et les autres, si vous êtes majeur, mais vous avez de mal avec ce genre de topic, qui est vraiment pas facile, faites attention aussi. Ça commence par ce tweet qui dit « Votre pote El Famoso youtubeur gauchiste et déconstruit plus féministe que la plus féministe de tes copines, j'ai envie qu'il disparaisse du paysage du YouTube game. Jamais faire confiance à un homme, surtout quand il parle de féminisme. Faudrait le dire combien de temps encore. C'est comme ces gens qui vont t'expliquer comment marche un enfant alors qu'ils ont même pas d'enfant eux-mêmes. » Je vous remercie pour l'intention apportée à ce tweet vénère. En revanche, je ne souhaite pas divulguer le nom précis que j'ai en tête, déjà pour protéger certaines personnes, mais aussi parce que mon propos concerne tous les youtubeurs gauchistes, pro-féministes, entendez par là. Il ne va pas mieux que les autres, le rapport de domination existe, on doit arrêter de les saucer. Suivez des meufs plutôt, DM pour le nom, ça aurait été avec plaisir, mais ils ne sont pas ouverts, on parle du Bouzeux Magazine. Et tout le monde parle du Bouzeux Magazine. On peut le voir dans les témoignages qui sont anonymes. Un qui est un peu moins anonyme et tu fais vite fait la relation avec le Bouzeux Magazine. Le Bouzeux Magazine, le nom circule partout. On n'a aucune preuve tangible que c'est lui. Il n'y a rien de véridique qui nous prouve que c'est lui. Le Bouzeux Magazine a totalement disparu des réseaux sociaux. Il est dans un tunnel. Lui qui tweet 80 tweets, 120 tweets, 150 tweets par jour, il n'y a plus rien. Et le pire, je trouve, c'est que tous les collègues du Bouzeux Magazine, qui échangent avec lui, qui discutent avec lui, j'ai échangé deux, trois messages en demandant, mais est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a contacté pour au moins confirmer ou infirmer ou lui dire quelque chose, ou le soutenir, ou j'en sais rien, mais juste il se fait défoncer sur la toile. Et ça se trouve, c'est pas lui. Et si c'est lui, oh bordel de merde que c'est cringe. Et c'est là qu'on voit l'horreur, on va dire, entre guillemets, de cette forme d'ostracisation, de cancel. C'est-à-dire que même ses collègues les plus proches n'ont pas pris la peine d'aller lui poser la question. Non, je suis pas sous un tunnel là. Boop, boop, boop. C'est chaud. Jacotte, qui avait fait plusieurs vidéos avec Bouzeux Magazine, qui dit « Je pourrais écrire un texte, mais je ne suis habité que par la violence, l'effarement et la colère depuis la lecture de ce thread. Je réitère mon soutien total à concrètement moi. » Je vous invite à regarder la playlist Bouzeux Magazine pour retrouver un peu le fil de l'aiguille. Mon soutien inconditionnel à Andrea, je te crois et tu es si forte de témoigner. Les youtubeurs alliés féministes, les pires enfoirés, épisode 8637. Thread à lire et vidéo à écouter pour prendre conscience de l'enfer qu'on a quasi toutes vécu. Les 2 témoignages sont assez gros. Donc il y a concrètement moi, TW, ça doit être thread warning, je crois. Agression sexuelle. Non, trigger warning, je crois que c'est thread warning. Trigger warning.
CW, ça doit être content warning. Bon, c'est pas grave. Langage cru. Il y a quelques mois, j'ai vécu un événement qui m'a énormément marqué, je vous en parle maintenant. J'ai souhaité diviser mon témoignage en 2 parties pour aborder 2 dimensions très différentes de mon vécu, l'une sur Twitter pour aborder le côté factuel des événements, l'autre sur YouTube pour aborder l'aspect émotionnel qui m'a traversé durant cette épreuve. Alors, on va pas regarder la vidéo YouTube, je vous invite à aller la regarder. Elle est compliquée. Émotionnellement, elle est très compliquée. Et ce qui est assez intéressant par là, c'est que dans tous... En fait, ce que je veux dire par là, dans tout ce qu'elle a vécu, là où elle craque en vidéo et tombe vraiment en larmes et c'est putain de crève-cœur, c'est au moment où ce gars lui dit tu me déçois. Et en fait, c'est symptomatique de tous les gens, que ce soit une femme ou un garçon, qui idolâtrent tellement leurs idoles, peuvent leur faire les pires saloperies, ils ont une emprise sectaire de gourou, et ils sont prêts à tout, et ils savent que c'est pas bien, mais ils sont tellement en idolation pour pas le décevoir. Et quand il lui dit ça, elle craque. Et son témoignage est extrêmement douloureux, mais intéressant de ce côté-là. Parce que ça arrive à tellement de monde, et c'est arrivé à tellement de monde. Et c'est très 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 compliqué de sortir de ce cercle vicieux une fois qu'on est happé sous l'emprise de quelqu'un, en fait. D'un pervers narcissique ou d'un harceleur en puissance ou de ce genre de choses. C'est très compliqué. Surtout si en plus c'est ton idole. C'est pour ça que tu peux jamais juger « Ah, elle aurait dû faire ça, ah, elle aurait dû faire ça, mais pourquoi elle a pas fait ça ?» Vous n'êtes pas à sa place et c'est très compliqué de se mettre à sa place. Tant que tu l'as pas vécu, ce genre de truc, tu peux pas comprendre quelque part. J'avais un tout petit peu étudié la question quand j'étais en fac il y a très longtemps. J'ai fait un peu de sociologie, un peu de psychologie, un peu de... Mais bon, bref. On y va. Dans ce thread, donc, je vais essayer de rester le plus factuel possible, juste les faits. Vous trouverez dans cette vidéo un récit beaucoup plus émotionnel de ce que j'ai vécu. Contexte. Vous le voyez bien ? Vous le voyez bien. On va zoomer même un petit peu, ce sera plus agréable pour vous. Voilà. Contexte. Mon agresseur est un YouTuber qui a une certaine notoriété aussi. Par mesure de protection, je fais le choix de ne pas le nommer durant ce thread. Je l'appellerai donc Truc. Je fais prévisionner ma vidéo à plusieurs personnes, certaines étaient sûres d'avoir trouvé le nom de mon agresseur, mais elles s'étaient trompées. Je ne souhaite pas entrer dans un jeu du qui est-ce. Si je tais son identité, c'est pour me protéger. Et c'est ça le truc, c'est que y a rien qui confirme que ce soit le bouseux. J'ose espérer que c'est pas le bouseux. Bordel de merde. Il y a un minimum de respect pour lui, et ça me la fout très très mal. Vraiment. Et le problème, c'est qu'il a totalement disparu, et personne n'a réussi à le joindre ou ne veut pas le joindre pour confirmer ou infirmer. Et je trouve ça hyper cringe. Warning. Avant de partir insulter quelqu'un, parce que vous croyez que c'est lui, je vous demande de peser le pour et le contre, parce que cette personne n'est peut-être pas mon agresseur. Bref, c'est parti pour le récit. J'aime beaucoup les vidéos de Truc, je l'admire, son discours est hyper déconstruit, je dis même souvent qu'il est plus féministe que moi, parce qu'il m'apprend parfois des choses sur ma condition de femme. Il y a quelques mois, j'ai contacté Truc via les réseaux sociaux, on s'est dit notre attirance réciproque sans aller plus loin. Quelques mois plus tard, il me recontacte. Je vais passer vers chez lui pendant mes vacances, je lui propose une rencontre, il est partant, je suis aux anges. Je le rencontre enfin, nous passons une très bonne journée ensemble, nous ne sommes pas seuls. Le soir, je commence à me rapprocher physiquement de lui, je vois que ça lui fait plaisir et qu'il se rapproche aussi. Je lui propose qu'on aille chez lui, juste tous les deux. Nous nous retrouvons chez lui, on s'assoit sur le canapé et on commence à discuter. Il m'explique que c'est que c'est compliqué pour lui de nouer des relations avec des femmes. Je suis étonné et lui demande pourquoi. Il me dit que chez lui, on s'assoit sur le canapé et on commence à discuter. Il me dit que du fait de sa notoriété, ses relations avec les femmes sont asymétriques. Nous abordons beaucoup de sujets, les discussions sont longues et intéressantes, nous avons beaucoup de centres d'intérêt communs. Durant la discussion, Truc s'arrête souvent de parler pour m'embrasser, pour me caresser. Ils viennent de se rencontrer. Alors moi, forcément je le compare à ma propre expérience. Je suis loin d'être un chaud lapin, j'ai besoin de sortir très longtemps avec une nana avant même d'oser l'approcher ou la toucher ou l'embrasser ou quoi que ce soit. J'ai jamais compris ces gens qui arrivent à
à conclure dès le premier soir et il se réveille avec des traces de moquette, des brûlures de moquette. Mais bref. Il me dit que durant la discussion, Truc s'arrête souvent de parler pour m'embrasser, pour me caresser. Il remonte mon t-shirt et saisit mes seins. Il caresse mes cuisses, je le laisse faire, mais je ne réponds pas beaucoup à ses avances. Je dis à Truc que je n'ai pas envie d'avoir un rapport sexuel avec lui. Il entend et continue ses tentatives d'approche, caresse et embrassade sur mon corps. Il commence à enlever mon t-shirt, je le laisse faire toujours sans répondre à ses avances. Au bout d'un certain nombre de tentatives, Truc me propose d'aller dans sa chambre, je réponds oui et nous y allons. Nous nous déshabillons, nous nous câlinons, nous parlons, nous rions et petit à petit nous entamons une relation sexuelle. Les caresses font lentement place à une masturbation réciproque, je gémis, je dis que c'est bon et que je le trouve très doué. Il me dit qu'avec de l'entraînement et de la volonté, on peut apprendre ce qui fait plaisir aux femmes. La masturbation réciproque dure un certain temps. Puis Truc me demande mon consentement de manière explicite afin de savoir si je suis OK pour qu'il me pénètre. Je lui réponds carrément, en souriant. D'ailleurs, vous saviez en Suède qu'ils signaient des contrats avant l'acte, comme ça, la nana, ironiquement, peut pas se rétracter au réveil. C'est ouf, je trouve ça ouf. J'en étais où? Je lui propose de lui mettre le préservatif, il me répond oui avec un sourire. J'aime que ce soit moi qui mette le préservatif, c'est la meilleure façon d'être sûr qu'il soit bien mis et d'éviter les accidents. Les hommes sont parfois trop pressés, gênés, pour bien le mettre. Moi je suis claustrophobe de là, dès que j'en mets un, c'est pour ça, j'en mets jamais. C'est pour ça aussi que j'attends très longtemps avant de... Enfin bon, maintenant c'est fini, je suis avec ma femme depuis 18 ans. Je viens sur lui et nous entamons la pénétration, je gémis et lui dis que j'aime beaucoup, nous continuons un moment. Nous nous arrêtons et faisons une pause. Je sais plus si c'est à son initiative ou à la mienne. On s'allonge, on discute pendant plusieurs minutes, il rabaisse les autres mecs qui ne sont pas aussi bons que lui pour donner du plaisir aux femmes. Je lui réponds que je le trouve dur avec les autres hommes. La discussion reste fluide. Parfois on rigole, parfois on se fait des petites caresses, des petits bisous, on recommence la pénétration. Au bout d'un moment, je lui dis que bientôt je ne vais plus avoir envie. Il me répond OK pour une pause, mais on reprend après. Je lui dis que non, c'est pas sûr que ça dépendra de mon envie. Il me répond étonné, comment ça, arrêtez là? Il arrête la pénétration et nous engageons une discussion. Il me répète, je veux bien une pause, mais on reprend après. Je lui dis non, je te dis que mon envie baisse, si elle ne revient pas, on ne reprendra pas. Il reste silencieux un moment, regarde par terre, soupire plusieurs fois. Il dit non, mais c'est pas possible, on va pas s'arrêter comme ça. C'est le mec. Je dis avec douceur et fermeté, on ne reprendra pas. Il me dit mais enfin, c'est bien la première fois de ma vie qu'on me fait ça. Je m'excuse, je suis désolé, mais je n'ai plus envie et je vais pas me forcer pour toi. Il regarde par terre, soupire, ferme les yeux et soupire. Il reste silencieux un moment et dit ok, on reprendra pas, mais au moins, tu me finis. Je lui réponds non, je veux pas te finir. C'est sympa pour un mec qui se dit pro-féministe, ultra-gauche, qui comprend les joies des femmes, les douleurs des femmes, les harcèlements, les agressions et tout. C'est ouf. Enfin, même moi, ultra macho, on va dire viril, entre guillemets, et tout le bazar, serbe, mais jamais de la vie ça me viendrait à l'idée de faire ce genre de truc. C'est ouf. J'arrive même pas à le computer dans ma tête. C'est ouf. Il bascule la tête en arrière, soupire plusieurs fois et dit « Mais enfin, toutes les femmes le font, tu peux faire un petit effort, c'est pas grand-chose. » Je réponds avec douceur et fermeté « Non, je ne le ferai pas. » Il dit « Mais tu peux pas me faire ça ?» Je lui demande pourquoi. « Parce que ça génère trop de frustration. » Je lui dis qu'on fonctionne différemment et il me dit que ma façon de fonctionner est mauvaise et qu'elle génère trop de frustration même s'il peut comprendre que je fonctionne comme ça. Durant la discussion, il tente parfois de reprendre les relations sexuelles en commençant à caresser mon corps avec ses mains, mais je les retire. À un moment, il saisit mon poignet et tire fermement ma main vers son pénis. Je tire pour tenter de dégager ma main. Il resserre son emprise, il essaie encore d'amener ma main vers son pénis, je résiste, il soupire et tire plus fort. C'est un ballon de baudruche, quoi. Enfin, je lâche la résistance. Il pose ma main sur son pénis et fait faire un va-et-vient avec ma main sur son pénis déjà mou. J'essaie de retirer ma main, mais il continue. Je le laisse faire quelques secondes. Dès qu'il relâche assez son emprise, je retire brusquement ma main. Il la reprend fermement, le visage fermé, et la ramène sur son pénis, malgré ma résistance.
Il la pose sur son pénis et m'empêche de le retirer. Les youtubeurs, ils ont un problème avec la sexualité et avec les femmes, j'ai l'impression. Pas tous, hein, évidemment, mais il y a une grosse partie. Encore une fois, j'attends qu'il relâche assez son emprise pour retirer ma main. Lorsque je la retire, il soupire fortement, il reste silencieux, penche la tête en arrière, soupire encore. Il recommence à me parler, me dit qu'il m'avait prévenu qu'il avait un fort appétit sexuel. Je lui demande s'il le fait qu'il ait un fort appétit sexuel veut dire que je dois continuer, même si je n'ai plus envie. Il regarde par terre, ne répond pas, reste silencieux un moment. Il me dit que je savais à quoi m'attendre en venant dans sa chambre. Que quand on était au salon, c'était le moment où je pouvais dire non. Qu'il l'aurait accepté, mais qu'une fois que j'ai dit oui et que je viens dans la chambre avec lui, je sais très bien comment ça va se passer. Je lui demande si quand une femme consent à un rapport avec lui. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, très important, bordel de merde. Il y a trop d'allégations qui vont vers le bouseux, il y a trop de jugements ultra hâtifs sans aucune preuve. Le bouseux, si tu regardes cette vidéo, et que t'as envie d'infirmer, de contredire, je sais pas, de clamer ton innocence, ou j'en sais rien, d'un droit de réponse, hésite pas à me contacter, et tu pourrais te donner ta version directement. Ça pourrait être... Parce que là, c'est fou, c'est fou. Hésite pas. J'en étais où? Je pouvais dire non, qu'il aurait accepté, mais qu'une fois que je dis oui et que je viens dans la chambre avec lui, je sais très bien comment ça va se passer. Je lui demande si quand une femme consent à un rapport avec lui, cela veut dire qu'elle doit continuer jusqu'à ce qu'il ait son orgasme. Il reste silencieux et ne répond pas tout de suite. Il me dit que tout le monde fait comme ça. Il me dit que ça se termine quand les deux ont un orgasme, pas juste l'homme. Je lui dis que je ne fonctionne pas comme ça, que je fonctionne par l'envie et le consentement des deux partenaires sans pression d'orgasme, ou autre. Il me demande si ça m'arrive parfois d'avoir une relation sexuelle sans orgasme et de me sentir bien après. Je lui réponds que oui. Pendant toutes ces discussions, il tente parfois de reprendre une relation en caressant mon corps, mais j'enlève ses mains. Il me dit qu'il est très déçu par moi. Je baisse les yeux et reste silencieuse. Il me dit qu'on n'est pas compatible et il ne veut plus me revoir. Ce passage dans la vidéo est des putains de crève-cœur. Elles font en larmes à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai pas envie de mettre des extraits de vidéo. Allez la regarder vous-même. Mais bref, apportez un maximum de soutien. C'est ouf, ce genre de comportement. Je reste silencieuse, les yeux baissés. Il retente une caresse, je le laisse faire et prend son pénis dans ma main. Il est très heureux, il commence à me pénétrer frénétiquement avec ses doigts pendant que je le masturbe. Comment tu peux continuer à avoir un appétit sexuel? La nana, elle est en détresse en larmes. C'est dingue. C'est ouf. Enfin, je sais pas, normalement, ça devrait faire débander n'importe qui. Ou au moins couper l'envie. Enfin, j'en sais rien. Non, lui, il est comme ça. Tiens, ma bite, tiens, je t'essuie les larmes avec ma bite. Vas-y, continue. Quoi? Il me dit rapidement qu'il n'arrivera pas à l'orgasme comme ça. Je lui demande ce qu'il faut faire. Il montre mon vagin, puis ma bouche, et me dit « par là ou par là ». Enfin, limite, tu dis ça quand t'es en très bon terme avec ton ami et que t'as des jeux un peu sexuels rigolos. Mais pas dans ce cadre-là. Enfin, il y a vraiment un malaise là. Je lui dis que c'est la masturbation ou rien et que s'il ne veut pas, j'arrête là. Il me dit « c'est bon, ça va ». C'est ouf. Au bout de 10 secondes, il arrose abondamment ma poitrine, il soupire, c'est Peter Nurse le mec, il soupire en souriant et va chercher des mouchoirs. Il m'aide à m'essuyer, puis vient dans mes bras, il me fait des bisous et des caresses tendres, je ne dis rien, je ne fais rien. Je m'assois et je dis que je ne me sens pas bien, il ouvre de grands yeux et me demande ce qui se passe, je dis « je viens de faire quelque chose que je ne voulais pas faire ». Il baisse les yeux et soupire. Il me dit « qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement ?» Je lui réponds « tu aurais pu entendre mon non-consentement » et ne pas insister. Il me dit que c'est moi qui ai fait quelque chose de pas normal, je ne réponds pas. Ce qui est fou, c'est que ça vient de la part d'un gars de gauche, pro-féministe et tout le bazar, alors que des gens comme moi se font je ris jaune, se font insulter de virilistes, de machistes et tout, alors que il y aurait 1000 fois plus de respect. Et on balance juste une blague sur un créneau et un bocal qu'on n'arrive pas à ouvrir et puis basta. C'est ouf.
de tomber dans les bras d'un mec comme ça. Et même au-delà de ça, qu'un mec comme ça puisse exister. C'est dingue. Je trouve ça dingue. Et en plus, c'est un youtubeur. Et on sait pas qui c'est. Parce que ça se trouve, il y a des gens qui sont abonnés à lui, qui kiffent son contenu. Et on sait pas qui c'est. C'est toujours ambivalent. Alors je suis désolé, je fais plein de pauses, mais c'est toujours très ambigu, parce que d'un côté, je comprends l'anonymat pour sauvegarder la personne, aussi bien victime que coupable, on va dire, entre guillemets. Puis au final, on sait pas si cette histoire est vraie aussi, on n'en sait rien. Donc je comprends l'anonymat de l'autre côté. Mais de l'autre côté aussi. Le nombre de youtubeurs qu'on est tous à peu près abonnés à gauche à droite, qui ont des bails très sordides derrière, et que nous on kiffe le contenu, et qu'on l'entretient, et que on lui fait des dons, et que « Oh, t'es trop vertueux, t'es trop sympa, t'es trop gentil, C'est ouf. C'est ouf. Pour ceux qui se rendent pas compte et qui suivent ce genre de personnes, et de l'autre côté, c'est encore plus ouf de voir des potentielles victimes qui voient le mec se faire aduler, mais qui n'osent rien dire parce elles vont se faire défoncer la gueule. Parce que coupable ou pas coupable, les gros influenceurs, ils auront toujours des gens qui vont les défendre aveuglément, parce qu'on a écorché leur image. Et c'est dingue. C'est pour ça qu'il est très important de prendre du recul, de calmer le maximum, de désensibiliser, on va dire, le maximum, de désémotionnaliser, je sais pas si ça se dit, mais vous comprenez là où je veux en venir, quand on apprend ce genre de contenu. J'en étais où? Après un silence, il me dit calmement, « J'aimerais qu'on reprenne exactement ce qui s'est passé et que tu me dises si tu es d'accord ou pas à chaque étape. » J'acquiesce. Et il me dit, « Tu es d'accord pour venir chez moi ?» Je réponds, « Oui. » « On a eu une relation sexuelle, tu étais consentante et tu as pris beaucoup de plaisir. » « Oui. » « À un moment, tu m'as dit que tu ne voulais pas continuer, j'ai insisté. » « Oui. » « Tu as fait un petit effort que tout le monde fait rien. Rien de bien important. » « Non. » Il me dit, « C'est pas grand-chose de finir quelqu'un. C'est rien de grave, non ? » Bien sûr que non, c'est rien de grave de finir quelqu'un quand les deux personnes sont consentantes. Mais je n'étais pas consentante et tu as insisté, insisté et insisté. Jusqu'à ce que je le fasse. Il se tait, semble réfléchir, je ferme les yeux et reste silencieuse. Après un long silence, il me dit « Je suis désolé ». Je le serre dans mes bras, il recommence à dire que j'aurais dû savoir comment ça allait se passer, qu'il ne savait pas que je n'étais pas performante. C'est pareil, ce passage dans la vidéo, faut le reprendre dans le contexte de la vidéo, il est compliqué. Il me pose plusieurs questions sans que je réponde. Je lui dis que j'ai fait une crise d'angoisse et que je ne suis pas en état de lui répondre. Il reste silencieux un moment, il soupire. Je reste silencieuse, je lui dis que je vais rentrer. Il me dit que lui aussi, je déconne, c'est une blague très mal placée. Il me dit qu'il ne veut pas Il me dit qu'il ne veut pas me ramener dans cet état. Nous restons encore 1 heure à parler de consentement. Il répète les mêmes phrases, puis il me ramène. Il est 3h du matin. Pour me dire au revoir, il me serre dans ses bras, il me fait un petit bisou dans le cou et me laisse seul, je m'allonge et je pleure. Nous coupons le contact. 6 jours plus tard, je lui envoie un SMS pour lui dire que j'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé. Il demande à ce qu'on échange par écrit car il angoisse à l'oral. Je réponds que ça me va et je lui dis que je me sens mal depuis 6 jours. Je lui demande si de son côté il voit toujours les choses de la même manière. S'il y a réfléchi, il me répond qu'il est désolé car il m'a certainement mis dans une situation compliquée de par sa position entre autres, qu'il croit qu'il m'a blessé ou pire, il dit qu'il regrette. Je lui dis que le non-respect du non-consentement et la contrainte physique, c'est pas juste une situation compliquée. Je lui dis que j'ai cru qu'il était safe parce qu'il se disait allié, mais que ses actes sont loin de ses paroles. Je lui dis que je ressens la colère, déception, tristesse, culpabilisation, angoisse, que ma vie est en pause, que j'ai du mal à profiter des moments simples, à vivre de bons moments, que j'ai peur aussi et que reprendre le contact avec lui c'était super dur. Il me répond qu'apparemment il m'a mise dans une situation bien pire que compliquée, qu'il regrette, que ce que j'ai décrit n'est pas acceptable, qu'il entend que je souffre depuis 6 jours et qu'il ne sait pas quoi faire pour aider. Je lui réponds « Pourquoi tu parles de ce que je décris ? On est d'accord que c'est ce qui s'est passé. » Il me dit qu'il n'a pas à discuter mon ressenti et qu'il aimerait pouvoir aider. Je lui dis « Pourquoi mon ressenti ? On est d'accord que c'est ce qui s'est passé. » Il nie les faits. Il transforme complètement l'histoire en disant que je n'ai jamais exprimé de non-consentement, qu'il n'a jamais insisté ni essayé de me contraindre. Je lui réponds « Très vraiment, t'es vraiment un sacré connard. Nos contacts se sont arrêtés là.
Fin du thread. Franck Brusset, de son côté, a tweeté « Violence psychologique, validisme, 3 vidéos à voir, la vidéo témoignage de Concrètement Moi, son fil actuel, ce fil où Shiny Fennec expose ce qu'elle a subi. » Parce que le mec est aussi l'ex de Shiny Fennec. Shiny Fennec a dit « Faites tourner ce témoignage et la vidéo partout, et je m'engage, Shiny Fennec, justement, à faire tourner ça au maximum de monde, et n'hésitez pas à partager cette histoire autour de vous, à partager cette vidéo, à phagoster l'algorithme de YouTube. Il faut qu'un max de gens soient au courant. » Le mec qui l'a agressé, c'est mon ex, Chéri Connard. Il faut absolument l'empêcher de nuire et éviter que ça recommence. Ce youtubeur ne doit plus profiter de sa notoriété pour faire du mal aux femmes. Et donc, elle donne aussi son témoignage. Et il est un peu long, mais il faut le lire. Parce que, mine de rien, elle a une sacrée plume. Elle a vraiment une sacrée plume, vous allez voir. Voici mon témoignage, c'est brouillon, j'ai écrit ça d'une traite cette nuit avec mes tripes et mes larmes. Ça me bouffe qu'il ait fait une autre victime. J'espère pas plus, car c'est déjà 2 de trop. Attention, c'est long et violent. Viol, agression sexuelle. Vous voyez ? Bon, vous voyez pas les premières lignes, c'est pas trop grave. Mes 3 ans de relation avec Chéri Connard. Suite à la vidéo d'Andrea de la chaîne Concrètement Moi, j'ai décidé de prendre la parole publiquement pour la soutenir parce que c'est une victime, bien sûr, mais que sa douleur et sa détresse me touchent, d'autant plus que notre agresseur est le même homme, que j'ai aimé pendant 3 ans, et que cet homme m'a agressé également, et pas qu'une fois. J'ai besoin de parler, de tout raconter, qu'on sache qui il est vraiment. Je ne dirai pas qui c'est, mais si vous le suivez, vous le reconnaîtrez bien. C'est un youtubeur de gauche, militant, qui se dit féministe et jouit d'une petite audience. Il y a que lui pour croire qu'il est quelqu'un en dehors de Twitter. Quand je l'ai connu, sa chaîne n'existait pas. On s'est connus via Facebook sur sa page publique. La première fois, on s'est pris la tête sur une de ses publications. Et j'avais coupé court à l'échange en concluant que c'était un connard fini. Et puis quelques mois plus tard, on s'est recontacté pour son anniversaire en 2018, et là, on a accroché. À partir de là, on s'est parlé tous les jours, et ce, pendant 3 ans. Dès le départ, il me dit qu'il se méfie des gens, on cherche à le censurer, il a perdu pas mal de son travail signalé, etc. Qu'il ne fait confiance à personne, et pourtant il me confie des choses très perso sur sa famille, des photos de lui, mais aussi de sa cousine au mariage de son frère, par exemple, car il voulait que je les voie tout beau dans son costume. Que je le vois tout beau dans son costume. Et donc ça me paraît bizarre, mais il me dit que c'est parce qu'il m'apprécie, et c'est réciproque. Je me pose pas plus de questions que ça. Très vite, on parle de se voir, on habite très loin l'un de l'autre. Avec mon handicap et mes enfants, c'est compliqué. Mais bref, je me décide à aller voir avec une pote, un week-end en août 2018. Au début, il insiste pour nous héberger chez lui, mais ayant eu des mauvaises expériences, on préfère prendre un hôtel. Il comprend, mais paraît déçu. Très rapidement aussi, il commence à me chauffer. Mais même si je suis flatté et que j'aime flirter, parler cru et m'exciter en ligne, c'est pas trop mon délire. Et puis je préfère attendre de le voir. Ce n'est pas du tout mon style, et même si je l'aime bien, je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Je lui en parle, mais pour lui, je suis à son goût, et forcément on va se plaire en se voyant, et il va me dire qu'on se roulera une pelle pour se dire « Bonjour ». Je suis mal à l'aise, mais je me dis que je suis sûrement prude. On arrive donc sur place, et il nous rejoint en bas de l'hôtel pour visiter la ville. Ma pote me dit qu'elle le voit en bas, je regarde, mais je ne vois qu'un clodo assis par terre, en jean déchiré et un chapeau crasseux vissé sur la tête. Et merde, si en fait c'était lui. On descend, et je dis à ma pote qu'au pire, on boit juste un coup avec lui et on se fera le week-end sans lui. Qu'on trouvera un prétexte parce que je suis trop mal. Il fait la bise à ma pote en premier, et à mon tour, il est tout heureux et je le vois viser ma bouche. Je tourne la tête très vite et je lui fais la bise. Il semble déçu, mais on change de sujet pour aller boire un verre. Toute la journée, il va rester près de moi et a à peine adressé la parole à ma pote. Je mets ça sur le compte de la timidité. Passé ce moment de gêne, on a retrouvé notre complicité et nos private jokes. Arrivé le soir, on décide de faire un pique-nique dans un parc et le soleil, plus mon traitement qui était nouveau et que je ne savais pas doser, j'ai été malade. Je m'éclipsais plusieurs fois pour aller vomir et il était trop mignon car il s'inquiétait. Ma pote était blasée et savait que c'était rien. Mais il était aux petits soins et à un moment m'a proposé de me caler contre lui pour soulager mon dos. Et de fil en aiguille, contre lui, l'alcool, sa gentillesse, on a fini par s'embrasser. Et ce baiser, ça a été le début de la fin.
On dirait les trucs d'ado quand on a 16 ans. On parle de youtubeurs qui a, je crois, plus de 30 ans, 35 ans. J'insiste vraiment parce qu'il y a des moments dans une histoire, un point précis où tu sais que ça a merdé. C'était là. Ce baiser a été le plus magique du monde. C'est le truc aussi qui est fou. Il y a un mec, il y a quelques heures, tu le trouvais qui ressemblait à un clodo. Quand tu lui roules une pelle, c'est le baiser le plus magique du monde. Comme quoi, faut jamais se fier aux apparences. Ce baiser a été le plus magique du monde, et au moment où je vous le décris, après tout ce qui s'est passé, je pleure, parce que ça restera un des plus beaux moments de ma vie. Cette magie où plus rien ne compte autour. On est juste seul avec l'autre. C'est puissant. Et ta copine qui tient la chandelle. Fort, unique. Et je m'en veux de chérir ce moment encore aujourd'hui. Car c'est ce petit instant de rien du tout qui m'a fait tenir 3 ans. T'imagines le roulage de pelle, quoi, au bout d'un moment. Malgré tout ce que j'ai pu endurer. Ce baiser dans le parc a été ma Madeleine, mon instant de grâce, mon idéal perdu que j'ai vainement cherché à retrouver. En vain, ce baiser a été mon épiphanie et ma malédiction, le début et ma fin. Elle écrit vachement bien, c'est vraiment, là je suis en mode premier degré, elle écrit vachement bien. Nous avons quitté le parc, il m'a proposé de dormir chez lui. J'ai accepté, je suis retourné chercher ma valise dans notre chambre, je revois encore mon ami me supplier... Je renvoie encore mon ami me supplier de faire attention à moi, d'y réfléchir. Mais mon destin était en marche, et je l'ai quitté, des étoiles dans les yeux. On devait se retrouver dans le coin le lendemain pour une visite d'un château. On prend sa voiture, il fait nuit, et pour recontextualiser, à ce moment, je commence à flipper, parce qu'on roule depuis pas mal de temps. On a quitté la ville, et on est dans la forêt. Il fait noir, et on dirait le début d'un mauvais film d'horreur, genre le projet Blair Witch. Et pendant que je me fais la réflexion, il trouve marrant de dire « Ouais, c'est pratique d'habiter là parce que je peux violer et enterrer des filles ici, personne ne les retrouvera jamais. » Très drôle en effet, surtout qu'il le fera, mais sans nous enterrer. Oui, en tout cas, pas sous la terre, mais sous la culpabilité et la honte. On finit par arriver chez lui, j'ai peur de me tordre une cheville, mais il ne fait pas mine de m'aider. Il sait que je suis handicapé pourtant, ni de porter ma petite valise. On entre et on s'installe sur le canapé et on reprend notre baiser magique où on l'avait laissé. Il s'arrête parfois pour me prendre la tête dans ses mains et me dire « Ce que tu es belle !» Après, avec presque de l'étonnement. Je me sens à cet instant belle et désirable. Il me dit « On monte dans la chambre et là c'est assez bizarrement mais marrant. » Je m'explique. C'est assez bizarre mais marrant. Je m'explique. C'est comme si on avait toujours été en couple. Je monte ma valise, je passe à la salle de bain, où il me suit, et on se brosse les dents ensemble. Il me regarde me démaquiller, on plaisante, c'est détendu. C'est limite si je fais pas pipi sous son nez, hein, tellement c'est cool. Première journée, c'est ouf. Moi j'ai attendu 1 an et demi avec ma femme avant de faire quelque chose. Enfin ma future femme à l'époque. On passe dans la chambre, on fait l'amour donc, et c'est aussi magique que le baiser, même si ça dure un brin longtemps pour moi. On fait des pauses, bien sûr, mais je veux être à la hauteur. On s'endort dans les bras l'un de l'autre. Le mec, c'est Peter North. Le lendemain matin, je souffre le martyre. Désossé. J'ai mes règles avec 1 semaine d'avance. Je pense... En étoile de mer. C'est pas bien, il faut pas rigoler. Je pense que c'est parce que le rapport, quoique bon, avait été, comment dire, assez violent en termes de pénétration, consenti, là je précise toutefois, et que ça a peut-être suffi à me les déclencher. Ça arrive très souvent, ça arrive très très souvent. Bref, je suis en hémorragie et je déguste. On rejoint ma pote, on passe me prendre de quoi me changer, me soulager, et on fait notre programme de visite. Il est charmant, prévenant, même trop, un peu pénible à parler pour moi, ou décider pour moi. En gros, un gros macho. Mais comme c'est un chevalier blanc féministe de gauche, je sais pas. Alors que moi, pour moi, c'est, enfin moi de mon côté, c'est ma femme qui décide de tout. Tiens, ma carte bleue, moi, je suis le petit chien derrière qui fait ça. C'est comme ça, il y a brouillage, elle me parle, j'entends rien, je fais ouais. Puis je passe la journée tranquille et tout se passe bien. J'essaie de détendre un peu l'atmosphère. Mais je me dis qu'il est gentil, alors que c'est pas grave, mais ça gonfle ma pote. Le soir, il nous invite à dîner chez lui, et au moment où je pense repartir avec ma pote, il s'étonne. Ben non, je reste dormir, et il me ramènera à la ville où ma pote passera me prendre pour rentrer à Paris. Je lui précise que je n'aime pas faire l'amour pendant mes règles, qu'en plus j'ai trop mal, il comprend.
Il veut juste qu'on fasse des câlins et qu'on dorme ensemble, ce qu'on fera et ce sera top. Le lendemain matin, il ne parle pas. Je ne le sais pas encore, mais je suis en train de vivre pour la première fois le rituel du matin de départ. Et encore là, la veille au soir, c'était fun, comparé aux autres fois où le soir précédent mon départ, on se prendra la tête violemment, et je finirai à chaque fois en larmes, roulé en boule. Je me dis qu'il n'est pas du matin, ce qui est vrai. Pas un mot échangé à tel point que je me demande si j'ai fait quelque chose de mal. Non, me dit-il, il est introverti. Il est introverti, on n'a pas la même définition de l'introvertissement. C'est tout. Il me dépose sur la place où je dois trouver ma copine et c'est tout. J'essaie de l'embrasser, bon, il se laisse faire, mais limite, je le gable. Je lui demande si on va se revoir. Il répond rien. Finalement, me dit peut-être, on verra. Il part et là je verse mes premières larmes, je me sens nul, moche, utilisé. Bon, après je me dis que c'est parce que j'ai mes règles. Je commence à lui trouver des excuses sans m'en rendre compte. Ma pote vient me chercher et je m'apprête à oublier ce que je pense être un one-shot. Et c'est ça le pire. Tu sens l'emprise un peu gourou. C'est vraiment de l'emprise gourou qu'il a sur les nanas. Et même la plus endurcie des féministes et les plus endurcies qui ont ce genre de combat se font complètement matrixer la gueule et ont des réflexes totalement soumises, alors que tout leur combat, c'est justement de combattre ce genre de soumission débile et de chercher des excuses elles-mêmes. Ouais, c'est à cause de mes règles et tout le bazar. T'imagines la puissance psychologique qu'ont ce genre de prédateurs, parce que c'est vraiment des prédateurs ou dans quelque part. Dangereux. Sauf qu'on se reparle sur Facebook, on continue de bosser ensemble, il me parle d'un projet de chaîne YouTube, il est content que je m'intéresse, on échange beaucoup, il aime mes idées et je lui propose de revenir le voir au début avec le prétexte de finir les visites prévues. Car ayant été malade et fatigué, on n'avait pas tout vu. Il est ravi et me dit qu'on pourrait faire des essais pour la chaîne, car il a des idées pour m'y faire participer. J'y retourne donc une deuxième fois, puis une troisième, et ainsi de suite. À chaque fois, 3-4 jours, toutes les 6 semaines en moyenne, pendant les 2 premières années. La 3e année, on se voyait un mois entier, voire parfois 1 mois et demi, 1 mois sur 2. On a passé le confinement 2 et 3 ensemble dans leur totalité. La dernière année, je vous dis ça va être long, mais c'est extrêmement... Enfin, faut le lire dans l'intégralité. La dernière année, moi quoi. On a nos petites habitudes et nos rituels, mais à chaque fois que je pars, j'ai l'impression que c'est la dernière fois qu'on se voit. Je pleure beaucoup et je finis par essayer d'en parler avec lui une veille de départ. Bref, une relation hyper problématiquement toxique. Là, il m'explique qu'il préfère ne pas se considérer en couple avec moi, que la distance et le temps le font souffrir, et que donc c'est sa façon de gérer le truc. Je pleure beaucoup, j'ai l'impression qu'il se fout de moi, mais ça fait quelques mois qu'on est ensemble, je suis amoureuse. Je lui ai dit, et je me demande ce qu'on va faire. Je pense aussi à le quitter, même si je ne m'en sens pas capable, car il a pris une place énorme dans ma vie. Je joue un rôle sur sa chaîne, ça me plaît cette complicité pro-perso, et j'ai peur de tout perdre. Et là il me dit, je vais être honnête avec toi parce que je ne me sens jamais, je ne t'aime pas. Je ne serai jamais amoureux de toi, je suis bien avec toi, mais c'est tout, donc on continue si tu veux, mais sache-le. Il dit ça au bout de plusieurs mois, à une mère de famille handicapée. C'est ouf. C'est ouf. Je prends ça comme un coup de poing dans le bide, mais mordu, je décide de rester. Il va y avoir ce week-end entre amis qu'on passe à 4, lui et ses potes, et 2 de mes potes, j'imagine. Où à la base, il n'était pas prévu, mais a voulu s'incruster en pensant que ça serait une façon pour lui de rencontrer des abonnés, alors que non, on allait voir mes potes. Il ne s'attendait pas à rencontrer Chéri Connard, le youtubeur, mais Chéri Connard, le mec de leur pote Anso. Il s'est conduit comme le dernier des connards en me collant comme s'il fallait qu'il me pisse dessus pour marquer son territoire. Me pelotait de façon obscène, j'étais mortifié devant mes potes à les accuser de validisme à mon égard pendant le séjour, alors que c'est lui qui l'a été en n'écoutant jamais mon ressenti et mes besoins. Il a fallu que je me mette littéralement à hurler de douleur au énième virage trop serré, au dos d'âne pris trop rapidement pour qu'il daigne percuter que j'insistais pas pour rien quand je lui demandais de rouler doucement et que je souffrais le martyre. Il a particulièrement choqué mes amis en leur distribuant des dédicaces personnalisées.
J'en ai vécu un comme ça, c'était une convention, je sais plus de quelle convention, c'était une petite convention, et il y avait un stand avec un youtubeur où peu de personnes allaient lui rendre visite, et dès qu'il y en a un qui passait dessus, alors tu veux une dédicace, c'est à quel nom la dédicace? Les gars lui disaient, mais je sais même pas qui t'es, lâche-moi. Putain. Bordel de merde. Bon. Prédateur sexuel, toxique, mais incroyablement introverti, un mec extrêmement peu confiance en soi, s'il doit peloter sa copine devant d'autres personnes pour dire hey, elle est à moi, elle est à moi. Un gros manque de confiance en lui. Alors je psychologise un peu, mais n'hésitez pas à donner votre avis évidemment dans les commentaires. Évidemment! Des commentaires corrects. J'en étais où? Ou sous couvert d'humour, il s'est permis des insultes. Exemple, un de mes amis a passé le week-end en cuisine pour nous. Merci pour la bouffe, même si tu as cherché à nous empoisonner avec des trucs trop gras. Et idem, cette fois-là, on s'est engueulé en se quittant parce qu'il était vexé que je ne rentre pas avec lui en voiture et que je prenne le train sur place, plus rapide pour moi. Il m'a jeté à la gare, sous la pluie, à attendre 3 heures mon train. Mes potes m'ont tenu compagnie au téléphone pendant que je pleurais, persuadé d'avoir été largué. Mais non, et à partir de là, il avait réalisé que j'étais véritablement amoureuse de lui, que je faisais ce qu'il voulait et subissais tout sans broncher ou presque. Et la relation a pris un autre tour. Quand j'arrivais chez lui, le rituel était toujours le même. On mangeait un morceau et on faisait l'amour direct quand j'arrivais. La distance, l'attente, bref. On en avait très envie. Et j'adorais cette fois-là, car elle durait une 20aine de minutes. Et moi, ça m'allait bien, c'est tout. Je crois qu'il durait très longtemps, je sais pas. Bon, bref. Car sinon, les rapports sexuels que nous avions étaient toujours à son initiative. À savoir le soir, au coucher, après avoir bu des bières, il ne voulait jamais faire l'amour le matin. Le matin, c'est cool. Ou l'après-midi. Ou ailleurs que dans le lit. Très rare. Le soir, au lit, alcoolisé, une fois, je m'en suis ouverte à lui. Je me demandais pourquoi il avait besoin de boire pour me faire l'amour. T'es plus joli comme ça. Vous la connaissez cette blague? C'est une blague. Une fois, je m'en suis ouverte. Je me demandais pourquoi il avait besoin de boire pour me faire l'amour. Il s'est énervé très fort en me disant que j'allais pas commencer à dire comme son ex, qu'il n'était pas du tout alcoolique. Je n'avais généralement quand ils s'énervent comme ça, c'est qu'ils ont un problème avec l'alcool. Je n'avais pas dit, parce que je dis juste ouais, j'aime boire, c'est tout. Je n'avais pas dit ça en ces termes, mais faut avouer que boire tous les soirs entre 2 à 3 litres de bière, ça fait beaucoup quand même, même si elle ne titre pas fort. Et qu'il en avait besoin pour tenir longtemps. Ah, en fait c'est pour se désensibiliser le gland, j'imagine, pour du coup il tient plus longtemps. Il faudrait que j'essaye. J'ai jamais fait l'amour bourré, tiens. J'ai déjà bourré en faisant l'amour, mais j'ai jamais fait l'amour bourré, disons. Mon avis ne comptait pas. Lui voulait que ça dure 2 heures. Et tant pis si j'étais handicapé. Et que parfois, je lui disais sans plaisanter, je vais crever, j'arrive plus à respirer, fais une pause. Ça fume, change de trou. Il arrêtait le temps que j'attrape la bouteille d'eau. C'est fou. Et encore, un autre red flag. Mais j'étais amoureuse. Et on se voyait pas beaucoup. Et il y a eu plusieurs incidents suite à ça. Je vous explique, hein, je vous répète, hein, je rigole pour 2-3 blagues mal placées, on est d'accord? Mais bordel de merde, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et ça a duré 3 ans. C'est ouf. Sacré youtubeur. En fait, c'est le deuxième effet qui se coule qui me trigger de ouf. Que ce soit un youtubeur pro-féministe, gauchiste, qui prône toutes ces valeurs de pureté militante et tout ça, c'est ça qui me... de ouf. Et ce genre de youtubeurs sont les premiers à venir m'insulter sur mes vidéos. Ouais, t'es un connard, t'appelles un truc, ouais, tu respectes ta... Et t'as envie de leur dire, bordel de merde, t'as vu la gueule de ton paillasson avant de venir te frotter au mien? Je préfère largement des mecs qui assument, qui sont absolument pas carrés, ils sont absolument pas vertueux sur 36 000 points, qu'ils ont des travers à gauche à droite, qui sont, voilà, ils ont des hommes normaux, enfin des êtres humains normaux plutôt, que ce soit des femmes normales, du coup, pour le coup. Mais bref, vous avez compris là où je veux en venir. La pureté militante.
Une fois, je suis venu le voir avec du CBD. J'imagine de la bœuf. J'en prenais pour essayer de soulager mes douleurs et réduire mes doses de morphine. N'ayant pas fumé depuis le lycée, il a voulu tirer quelques tafs. Vu qu'il n'y a pas de THC dedans, j'avoue que je pensais naïvement qu'on allait passer une bonne soirée, sauf que non. Dans la journée, pendant l'enregistrement de l'émission où j'avais fait des voix, j'avais vu un dossier à mon nom sur son bureau. Bon, c'est là que tu comprends que c'est le bouseux, parce qu'en plus, ils ont fait des vidéos ensemble. Et il y a aussi 2-3 autres tweets de Shiny Fennec où elle explique que c'est elle qui lui a acheté le méga drapeau Iron Maiden, les pantoufles et 2-3 conneries que tu vois dans les vidéos et tout le bazar. Mais c'est pour ça, extrêmement important, j'aimerais vraiment avoir la version du bouseux. Le bouseux, si t'es là, viens me voir, fais ton droit de réponse, hésite pas, bordel de merde. T'es dans une sauce incroyable. Donc, après notre rapport sexuel... j'en étais où? J'avoue que je pensais naïvement qu'on allait passer une bonne soirée, sauf que non. Dans la journée, pendant l'enregistrement de l'émission où j'avais fait des voix, j'avais vu un dossier à mon nom sur le bureau. Donc après notre rapport sexuel, en fumant une clope, je lui reparle de ça. Il commence par se cacher les yeux et ne me répond plus. Je crois qu'il plaisante, alors je me rapproche de lui pour le taquiner, et là il se met à hurler que je suis comme les autres, comme son ex, que ça me regarde pas, que je lui veux du mal. Je le vois en grande souffrance, donc j'essaie de le prendre dans les bras, et là il me repousse violemment, tout en continuant de me hurler dessus. Et là, mon trauma d'ex-enfant battu, abandon, me déclenche une crise d'angoisse. Je fonds en larmes, je sais absolument pas ce qui m'arrive, juste que je l'ai fâché, qu'il me crie dessus, et je me revois, petite fille, devant mon père qui hurle, et j'ai peur qu'il me frappe. Je suis en larmes, je lui dis qu'il me fait peur, et je veux pas avoir de lui, je le supplie de me parler. Je suis debout près de la porte, j'ai peur, je ne veux pas dormir avec lui. Et ça le rend encore plus furieux. Et j'ai peur de lui. Je deviens vraiment hystérique et je descends fumer une clope et essayer d'envoyer des SMS à mes potes. Mais bon, pleine nuit et quasi pas de réseau là-bas. Je finis par remonter, car trop froid en bas pour dormir sur le canapé. Je me couche tout doucement sur mon côté en pleurant. Il ne dort pas, mais ne fera aucun geste envers moi. Le lendemain, je reprends le train en fin d'après-midi. Il n'aura aucune parole ni aucun regard pour moi. De la journée, arrivé à la gare, il ouvre la portière sans me regarder et attend que je descende en regardant ailleurs. Je fonds en larmes, je comprends rien, pas un mot. Je pense que c'est fini. Mais non, il me recontactera plusieurs jours après pour m'expliquer que le CBD l'a fait réagir. Alors qu'il n'y a pas de THC, donc il n'y a pas de... Le CBD sans THC, c'est un peu comme le panaché, c'est de la bière sans alcool, quoi. L'a fait réagir, qu'il a des problèmes psy et qu'il a fait une crise. Alors du coup, pour les spécialistes du CBD et tout le bazar, pour moi, le CBD, ça rend mou ou limite joyeux, ça rend violent. On peut avoir le vin colérique, le CBD colérique, ça existe. Et moi, je gobe, j'accepte. Pire, je me renseigne et j'essaie de parler avec lui pour ne plus revivre ça parce que ça m'a traumatisé. De façon générale, il aimait beaucoup jouer avec mes traumas. Levier très facile pour me manipuler. Dès qu'il était en difficulté, il suffisait de crier un peu ou de m'ignorer, et là je faisais n'importe quoi pour que la situation s'arrange, quitte à m'excuser de choses que j'avais pas faites. Tout pour retrouver la magie du baiser originel. Et m'ignorer était sa punition favorite. Il avait toujours une bonne excuse, bien sûr, mais dans le fond c'était ça. Ça lui a bien servi quand il m'a trompé virtuellement, avec une des mutues féministes, et il est très con, chéri connard, hein, de pas s'être douté qu'on allait se parler. Il lui racontait les problèmes qu'il avait avec sa meuf, avec laquelle il était dans une relation de polyamour, un peu spéciale, vu que lui l'était, mais pas elle. La fille en question a trouvé ça chelou, l'a fait parler, il était prisonnier dans une relation étouffante avec une Andy, et avait tellement pitié d'elle qu'il ne se voyait pas de la quitter. Lui, son unique rayon de soleil dans sa vie de merde. Oui, j'ai vu les screens ensuite, il a vraiment dit ça. Quand elle a percuté que c'était de moi dont il parlait, elle l'a quitté sur le champ. On l'a confronté toutes les deux quelques mois plus tard, mais j'étais dévasté, je l'ai quitté. Mais il a si bien manœuvré, c'était que virtuel, je te jure, je l'ai jamais vu, c'était juste des sextos, des nudes, elle compte pas pour moi, à en dire les pires horreurs. Mon côté féministe
aurait dû m'alerter, mais là encore, l'amour rend con. Il me disait ce que je voulais entendre. Si ce qu'on vit c'est de l'amour, alors je t'aime. Je me disais qu'il était enfin tombé amoureux de moi, qu'on s'est remis ensemble 2 mois plus tard et que j'ai pardonné, en remettant tout de même, les points sur les i. Car il m'avait dit aussi, oui, mais c'est de ta faute aussi, tu n'as pas été assez clair sur tes limites, alors bon, moi j'ai cru que je pouvais. Suite à cela, j'avais très peur que ça recommence, donc j'ai essayé d'être la copine parfaite. Je ne faisais pas ce qu'il voulait, je devançais ses désirs. Il se prenait une shitstorm sur Twitter et m'envoyait juste le tweet. J'allais le défendre de suite, même quand je savais que c'était limite et qu'il était en tort, parce qu'il était tout seul le pauvre. Il me le répétait suffisamment, et moi je l'aimais. Je devais être là. Je devais tenir ma promesse. Oui, car un soir, on regardait Le Sixième Sens. Il y a cette scène où la femme pleure et lui croit que c'est parce qu'il la néglige un peu. On se doute pas, vu qu'il est mort. Qu'elle pleure sa perte. Ouais, tant pis pour le spoil, rien à battre. À ce moment, Chéri Connard se met à pleurer. Me prend la tête dans ses mains, me redit qu'il a de la chance d'être avec moi parce que je suis jolie et me dit pardon de t'aimer aussi mal. Oh, c'est mignon. Il est bourré, mais je me dis que bon, il y a forcément toujours un peu de vérité et qu'il ne se confie que très peu, toujours alcoolisé. En fait, il a un gros problème d'alcool. Que c'est dur pour lui et que je dois être reconnaissant qu'il s'ouvre ainsi. Je le rassure alors que merde, oui, tu m'aimes trop mal et on a une putain de relation toxique qui tourne autour de ton nombril. Pas que son nombril. Et c'est là qu'il me sert contre lui, promets-moi que toi, tu ne me laisseras pas. Promets-moi que tu ne m'abandonneras pas. J'écris ces lignes en chialant. Parce que dire ça à quelqu'un qui a un trauma d'abandon, c'est douloureux. J'aurais donné mes 2 reins à Chéri Connard à cet instant pour lui prouver mon amour et ma loyauté. Non, mon amour, je t'aime et je ne te quitterai jamais. Je promets. Et même après les agressions sexuelles, oui, je vais les raconter, mais c'est pas facile, faut du contexte. Même après sa rupture hyper violente de juillet dernier, même là, j'ai culpabilisé de l'avoir abandonné, alors que cyniquement, il s'en battait les avant-bras avec des porte-fenêtres. Et nous le verrons plus tard. Je jouais donc à la copine parfaite. Ça passait par faire sexuellement tout ou presque de ce qu'il me demandait. Si vous me suivez, vous avez sans doute dû lire quelques threads où je parle de mes traumas et agressions passées. Dans le lot, il y a aussi celle où je raconte comment mon vieux voisin pédo m'a violé analement avec son doigt quand j'avais 10 ans. Ce n'est pas arrivé qu'une fois, c'était sur quelques mois. Mais j'ai tout refoulé. J'en ai jamais parlé à mes parents, que tardivement à mes amis et plus récemment à mes partenaires pour leur expliquer que ces souvenirs m'étaient revenus en mémoire à la suite d'un viol vaginal à 17 ans. Ma première fois, un mec m'a ramené de boîte et au lieu de me déposer chez moi, on est passé chez lui avant que je perde ma virginité sans mon consentement. Si j'ai pu surmonter ce traumatisme-là et continuer à kiffer la pénétration vaginale sans aucun problème, il n'en est rien pour la sodomie. J'ai réessayé avec des partenaires safe, mais quoi que je fasse, des partenaires safe, c'est des partenaires féministes, je crois. Mais quoi que je fasse, je finis en larmes pendant des heures quand carrément je ne dissocie pas en revivant la scène. En gros, je ne vois plus rien, je suis prostré et je revois le visage de mon agresseur, les sensations, les odeurs, mon corps est là. Mais moi, je suis très à l'intérieur et je ne réagis pas. T'imagines le courage qu'il faut pour faire ce genre de témoignage et dire partagez ça autour de vous, bordel de merde. C'est ouf, c'est franchement... Shani Fennec, médaille de l'honneur, prix Nobel, j'en sais rien, mais j'aurais jamais le courage de partager un témoignage pareil. C'est ouf. Enfin, si j'avais vécu, mais j'ai pas vécu ça, évidemment. C'est ouf. C'est ouf. C'est chaud à lire. Hein. Je sais pas vous, comment vous êtes dans l'état, vous êtes dans la vidéo, mais c'est chaud à lire. Hein. C'est chaud à lire. Je vais en parler avec ma femme après, mais c'est chaud à lire. Je finis en larmes pendant des heures, quand carrément je ne dissocie pas en revivant la scène. En gros, je ne vois plus rien, je suis prostré, je revois le visage de mon agresseur, les sensations non, les odeurs, mon corps est là, mais moi je suis très à l'intérieur et je ne réagis pas. Et donc un soir arrive la levrette avec Chéri Connard. C'était en général pour le finir quand il avait très très envie de jouir soit la levrette, soit la fellation complète, à savoir avaler, et donc il est très très excité. Moi aussi, on va pouvoir jouir ensemble, et là, je commence à voir le décor changer.
Ça sent le vieux. J'ai 10 ans. Merde, il se passe quoi? J'entends vaguement Chéri Connard me parler dans le lointain. Je sais pas ce qu'il dit. Je sens un truc dans mes fesses. J'ai envie de pleurer. Je veux rentrer chez moi. Je veux ma mère. Je ne sais pas combien de temps ça dure. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, aucune idée. Quand je reprends mes esprits, je suis toujours à quatre pattes. La lévrette continue. J'ai toujours son doigt dans mon anus et je l'entends me dire: bah, tu dis plus rien depuis un moment, ça va? T'aimes pas? J'ai du mal à parler, ça sort pas? Non. C'est pas Chéri Connard qui dit ça. Chéri Connard, il dit: ça va? T'aimes ça? Et donc elle apprend. J'ai du mal à parler, ça sort pas. J'arrive finalement dans un souffle à dire: pas trop. Au bout de ce qui me paraît une éternité, il retire son doigt. Il me dira ensuite qu'il en a mis 2. Mais continue le rapport et finit par jouir. Il roule sur le dos, comblé, et je fonds en larmes. Il a l'air étonné, il comprend pas ce qui se passe. Mais il s'inquiète pas plus que ça, c'est pas la première fois que je fonds en larmes pendant un rapport, mais j'ai pas envie, ou que je suis stressé, ou qu'il m'a dit un truc méchant avant. Et à part me dire de me prendre parce que c'est pas très agréable de faire l'amour à une fille qui pleure, je n'ai pas de soutien ou d'empathie. Jamais il m'a expliqué qu'il ne sait pas faire, et que donc je dois apprendre à me consoler toute seule, que rien ne viendrait jamais de lui. Bref, je finis par me calmer et je lui demande de parler de ce qui s'est passé. Clairement, ça l'emmerde. Il vient de jouir, il a juste envie de dormir, et pas que je lui casse les couilles avec mes humeurs de femelle traumatisée. Mais grand prince, il fait mince de m'écouter. La main sur les yeux, signe qu'il est gêné. Il m'écoute lui décrire ce qui vient de se passer pour moi, et après un long silence, il finit par me répondre que bon, ok, il reconnaît qu'il aurait pas dû mettre 2 doigts, sans me demander, vu mon trauma. Que peut-être il s'est un peu laissé emporter. Mais que je suis tellement excitante aussi qu'il n'a pas pu résister. Il aime tellement me prendre, son expression, que je devrais être flatté que je lui plaise autant. Et la pauvre handicapée grosse et complexée le croit. Oui, j'ai de la chance au final. Il me trouve belle et me désire. C'est pas sa faute, c'est moi qui exagère, et je m'excuse. Il m'embrasse et me pardonne. Je sais pas combien de fois je vais lancer ce putain de stylo. Mais ça me déstresse. Ça me déstresse. Ça me déstresse. Ça me déstresse. Et encore une fois, hein, tu n'allez pas dire: ah, la nana, elle aurait dû faire ci, elle aurait dû faire ça, elle aurait dû faire machin, elle aurait dû faire ça, moi j'aurais été ça, moi j'aurais fait ça, blablabla. C'est pas la faute de la nana. Elle est sous une emprise totale d'un prédateur sexuel. Pervers narcissique. Introverti. Fragile. Loser. Je sais pas. C'est aberrant. Et t'imagines le discrédit qu'il balance sur tous les youtubeurs pro, femme, gauche, woke, progressistes. Enfin, c'est ouf. Évidemment, faut pas faire d'amalgame. On est d'accord. Il m'embrasse et me pardonne, et nous nous endormons main dans la main. Un autre viol, parce que oui, il faut utiliser le bon mot, hein, qui m'a marqué est le suivant. Il intervient après une émission qu'il avait écrite pour moi. M'avait-il dit avant que je le relise pour la corriger et traitait de la grossophobie. Mais là, il n'y a plus de doute possible. Bouzeux a fait une vidéo sur la grossophobie. En lisant son... Ou alors c'est un putain de coïncidence. En lisant son texte, je me suis pris dans la tronche et absolument sans y être préparé que Chéri Connard, dans le passé pas si lointain, avait été un bon grossophobe des familles. Et qu'il avait compris à quel point c'était nul avec son ex féministe, qu'il l'avait complètement déconstruit. Attends, c'est lui qui a déconstruit son ex ou j'ai pas compris? Au lit ou... J'y ai lu tout ce qu'il pensait sur les corps gros, son dégoût. J'ai beaucoup pleuré. Moi j'aime bien les corps gros. Moi j'aime pas quand les femmes sont trop maigres, ça fait des copeaux. Quand les gros sont un peu en bon point. Tu sais, moi tu caches ton sexe entre 2 bourrelets. On a rigolé pendant 3 semaines. Mais voilà, on est dans un consentement mutuel et on a le même type d'humour. Évidemment, tu fais pas ça avec n'importe qui. On est d'accord. Elle a du mal avec son corps. Et t'apprends que le mec avec qui elle sort depuis 3 ans est dégoûté par les gros. Moi j'ai rien contre les gros, je veux dire, j'adore l'humour grossophobe, c'est l'humour grossophobe, hein, parce que j'étais obèse quand j'étais jeune, en primaire. Je marchais pas, je roulais.
mais vraiment, obésité morbide. J'étais aussi large que haut. Et je me suis beaucoup fait agresser, harceler, enfin bref, les gamins sont très méchants. Et c'est très compliqué. Et du coup, j'ai survécu, on va dire, par cet humour assez acerbe, assez grossier. J'en ai parlé avec une copine qui m'a conseillé de lui en parler pour qu'il se rende compte de la violence du truc. Surtout qu'à la fin du texte, il essayait de faire de l'humour de merde, genre j'aime toutes les femmes, contactez-moi 1-1. Donc j'essaye de lui en parler, toujours par écrit, on rappelle qu'il déteste le téléphone, il dit que c'est une phobie, mais perso, comment tu peux avoir une phobie du téléphone alors que tu fais des vidéos sur internet ? Donc j'essaie de lui en parler, toujours par écrit, mais perso, je pense que c'est juste parce qu'il est incapable de structurer sa pensée dans l'immédiateté et que ça le paralyse. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus compliqué en live qu'en vidéo écrite. Et il y a beaucoup de vidéastes qui sont très doués en vidéo écrite, mais alors en live, il n'y a plus personne. Et inversement, il y a des gens qui sont très doués en live, mais en vidéo écrite, il n'y a plus personne. C'est pour ça qu'il fait très peu de débats en live, pour ne pas qu'on se rende compte de son infirmité. Le peu qu'il a fait, j'étais soit présente physiquement à relancer quand il n'avait plus d'arguments, soit en soutien par écrit dans notre conversation privée. Et plusieurs fois, même quand on débattait seuls tous les deux, il s'étonnait de ma vivacité d'esprit ou que je démonte ses arguments fallacieux. Cela me flattait autant que ça me vexait. Bref, donc j'essaie de lui en parler et comme à son habitude, il est passé dans l'attaque en retournant le truc. Comment je prenais mal un sujet qu'il avait décidé de traiter pour moi. Quelle ingrate. Et puis il n'était pas le plus grossophobe puisqu'il ne m'avait jamais fait de remarques sur mon poids ou mon handicap, a-t-il ajouté. Qu'il m'a toujours vu comme une jolie fille, normale, et que non vraiment, il ne comprenait pas mes reproches. Et que la fin, c'était juste de l'humour. Il n'allait pas parler de sa copine car c'est sa vie privée, et il ne voulait pas qu'on essaye de chercher qui c'était parce qu'il avait de suite se douter que c'était moi, vu que je commentais beaucoup ses tweets, que les faf en profiteraient pour me harceler s'ils le découvraient, pour l'atteindre à travers moi. Donc non, il pouvait parler de son ex, mais sa copine actuelle, que ce soit juste y faire allusion ou la nommer hors de question. Donc comme je l'ai dit, ma femme a de l'embonpoint. Comme j'ai dit, quand c'est trop mec, ça fait des copeaux. Je préfère foirer du pétrole. Il se trouvait que quelques jours plus tard, on s'est vu. Et que suite à cela, je n'ai plus pu faire l'amour avec lui sans un t-shirt. Il a essayé de me le retirer, de me prendre dans une position où je voyais en plus mon gras encore plus et je me suis mise à pleurer. Sans s'arrêter, il m'a embrassé, mes larmes, en me répétant « Mais pleure pas, t'es belle, t'es magnifique, regarde comment tu m'excites. » Ne gâche pas tout. Puis il lui essuie les larmes comme ça avec son sexe. Je ne vais pas faire l'amour à une fille qui pleure. Laisse-toi aller. Et il a continué. Mais à quel degré de dégueulasserie, de sous-homme, de toxicité, enfin, tu sens que la nana, elle est au bout de sa life, elle est désossée, elle est moralement dans les chaussettes, elle chiale. Et toi, tout ce que t'as à dire, c'est arrête de chialer, ça va me faire déborder. T'as envie de te faire un test PCR avec le stylo, c'est... Ah merde, j'ai raté l'effet, tu vois. Putain. Tu comprends qu'il faut faire un peu d'humour, même gras, bordel de merde, ça permet de décompresser. C'est à quel niveau de sous-homme, de sous-être tu peux être? J'en étais où? Et il a continué. Et j'ai fermé les yeux en ravalant mes larmes. Je voulais qu'il m'aime, je voulais qu'il continue à me désirer, même si je me trouve à vomir et que je voulais arrêter. Mais je voulais lui faire plaisir. Je ne voulais pas être ennuyeuse comme son ex, ou pas assez performante, déjà que je suis handicapé. Le pire est arrivé en juin dernier. Mais le mec, c'est... comment il s'appelle ? Il y a un gars qui a fait un putain de drama qui était ultra toxique aux États-Unis, qui pareil avait ultra abusé de sa copine qui était handicapée. Mais c'était grave, c'était vraiment... il l'a même filmé pendant qu'elle faisait une crise et tout. Enfin, c'était...
Onision, ouais c'est ça, Onision. Oh, l'histoire de ce mec, elle est ouf. C'est le gars, vous le connaissez forcément, c'est le gars qui chante I'm a banana, I'm a banana, I'm a banana, un truc comme ça. Il avait buzzé avec 2-3 chansons comme ça. Le pire est arrivé en juin dernier. La dernière fois où je suis allé, on s'était engueulé à propos d'une vidéo, j'en reparlerai plus précisément. Et en gros, cette baise-là était pour nous réconcilier. J'en avais envie, mais surtout pour ne plus être en conflit avec lui. Pour arranger les choses. Puis quand on faisait l'amour, il me regardait avec envie. Je me sentais si importante. Donc on commence. Il fait très chaud, mais j'ai toujours mon t-shirt. Et là, il me l'arrache d'un coup. La surprise, le fait que j'étais pas trop dedans, je sens l'angoisse qui monte. Je lutte de toutes mes forces pour ne pas pleurer, pour ne pas gâcher le moment. Je me concentre sur mon plaisir, mais ça vient pas. Je ne ressens rien à part un gros malaise et cette gêne. Cette voix qui me dit « Mais c'est pour ça qu'il t'a trompé avec cette mutu sublime, t'es un gros tas adipeux. » Le même dont il se moquait il y a encore 2 ans. Tu le dégoûtes, il te tringle par dépit parce qu'il n'a rien d'autre. Et en plus, il t'aime pas, il te l'a dit. Qu'est-ce que tu fous là? Là, je craque et je fonds en larmes. Mais genre, pas le petit truc, hein. Non, le gros hoquet horrible avec la crispation de l'abdomen violent, quoi. Idem. Il continue à me prendre. On est en missionnaire, à m'embrasser pour boire mes larmes et me répéter ce qu'il me dit à chaque fois. Entre 2 spasmes, je hoquette, j'y arrive pas. Je t'en supplie, rends-moi mon t-shirt, pitié. Putain oui, je l'ai vraiment supplié. Et sa réponse, mais ça m'excite moi de te voir nu. Tu te rends pas compte comme c'est frustrant ce t-shirt depuis tout ce temps? Bon, au début j'ai compris, mais faut passer à autre chose. Je veux voir tes seins, ton corps, faut pas complexer comme ça. Regarde comment je bande pour toi, je le ferais si je te trouvais dégueulasse. Non. Donc aucune raison de pleurer. Allez, c'est fini, je vais te prendre et on va jouir. Et il dit ça pendant qu'elle hoquette en étant en larmes. C'est même pas en levrette, genre il voit pas sa tête. Hein. Il est en missionnaire. Il le voit en rivière comme ça, à Eucté, qu'elle est ultra malaisante. Il s'en fout. Hein. Bamako, on va l'appeler le mec. Je crois que de toutes les affaires de drama, et même parlant d'harcèlement et de tout le bazar à gauche à droite qu'on a pu faire sur la chaîne, je crois que c'est la pire, la plus dégueulasse. C'est hallucinant. Hallucinant. C'est... Le truc, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? À part apporter du soutien, et apporter votre soutien à Shiny Fennec. Comment tu t'en sors physiquement, psychologiquement, après des expériences pareilles? J'ai essayé de prendre sur moi et je me suis laissé faire. Et à la première pause, j'ai renfilé mon t-shirt. À chaque agression, je disais dispute. J'essayais de parler avec lui, je suis dans la communication, j'ai besoin de parler, de comprendre, lui non. Donc forcément, nos explications étaient houleuses, car il ne comprenait pas ou faisait mine. Ce que j'attendais de lui. Et la plupart du temps, j'essayais de me baser sur les sujets de ses émissions, en lui expliquant qu'il ne pouvait pas à ce point débunker les masculinistes, et dans son privé, les comportements qu'il condamnait, comme se comporter en mâle alpha devant mes... J'ai raté un truc, attends, non? Attends. Masculiniste, et dans son privé avoir... c'est ça. Et dans son privé avoir les comportements qu'il condamnait comme se comporter en mâle alpha devant mes potes, en leur montrant que la femelle du groupe était à lui. Chose qu'il faisait aussi à l'extérieur. Chez nous, il était peu tactile ou démonstratif, ou alors quand j'étais occupé à faire à manger, et que non, chérie, là je peux pas t'embrasser sinon la béchamel va coller, et il se vexait. Mais dès qu'on était dehors et que je croisais des regards masculins, que je le laissais pas indifférent, il m'embrassait ou m'enlaçait. Les souvenirs les plus marquants que j'en ai sont... Oui, en fait, c'est ça, il a un manque cruel de confiance en lui, c'est un loser pathétique paternel...
Comment on appelle ça là? Putain, c'est quoi déjà? Un incel qui a réussi à avoir une copine en fait. Au supermarché, maintenant j'ai entendu parler qu'on commence à parler de femcel, la version féminine. Au supermarché, quand on attendait à la caisse, j'avais toujours un bisou s'il y avait d'autres hommes dans les parages. Et la fois où on est passé derrière un groupe de jeunes, il a failli me prendre sur le tapis roulant parce que l'un d'eux m'avait souri. Chez le garagiste, on attendait la voiture et je fumais une clope en retrait, les mécanos passaient et me faisaient des sourires et des petits signes auxquels j'ai répondu. Il est venu me faire les câlins le plus torride et romantique du monde. C'est pathétique. C'est pathétique. Mais pour lui, ce n'était absolument pas toxique. Il faisait ça pour me faire plaisir parce que je me plaignais qu'il ne soit pas tactile ou câlin. Tu vois, quoi que je fasse, ça ne va jamais. Bah tu n'auras plus rien parce que tu auras toujours le doute que je me force pour montrer que tu es à moi. Alors que je m'ouvre doucement et que j'apprends la tendresse. Cette fois, je me suis encore excusé de l'avoir mal jugé. J'ai demandé pardon, mais il n'a plus jamais été aussi câlin. Il se laissait juste faire quand je venais vers lui, en lui posant la question avant. On a vu précédemment qu'il me disait ne pas être amoureux de moi. Il me le répétait souvent d'ailleurs, tout en me disant des choses comme si ce qu'on vit c'est de l'amour, alors je t'aime. Ou je ne dis pas des mots d'amour, concentre-toi sur mes actes. Et des actes, il n'y en avait pas beaucoup, certes. Aucun cadeau en presque 3 ans, pour Noël, Saint-Valentin ou anniversaire. Alors que moi, même sans moyens, je lui envoyais toujours une petite carte ou un cadeau pour marquer le coup. Il me prenait même pas la peine de me dire qu'il les avait reçus. On fait pas un cadeau pour avoir un accusé de réception. Il a tous les atouts et toutes les vertus du monde, le mec. Juste un merci, hein, ça m'aurait fait plaisir, mais bon. Je continuais parce que pour moi, je lui montrais mon amour et même s'il ne faisait aucun effort, j'espérais qu'un jour, il m'enverrait un petit mot doux, ou pourquoi pas un message enregistré, mais non. Mais il y a eu de rares actes, et ils étaient forts. Un jour, il m'a offert un bouquet de radis du jardin en les cachant derrière son dos. C'est con, hein, dit comme ça, hein, mais je vous jure que c'était si romantique. Ou à Noël dernier, sachant quelle épreuve était Noël depuis la mort de mon grand-père, que j'aimais comme mon père, il m'a acheté une bûche chez le pâtissier, comme on faisait à l'époque, et pareil. Vous ne savez pas combien cette attention m'a ému et ce que ça représentait pour moi. Sauf que le moment a vite été gâché car j'ai posté ça sur Twitter, toute contente, et qu'il me l'a reproché car on allait reconnaître sa cheminée. Toujours rapport au FAF qui allait nous harceler. Sauf que là, j'ai vu rouge, car à ce moment-là, et depuis plusieurs mois, j'étais harcelé pour de bon par des fans d'un autre youtubeur qui m'avait pris en grippe. Ça, c'est moi. Je crois. Et il avait été fort, parce qu'on s'est pas mal accroché avec Shiny Fennec assez violemment. Pour de bon par des fans d'un autre youtubeur qui m'avait pris en grippe. Et il avait été de fort mauvaise foi en m'expliquant que mon harcèlement aurait été 10 fois pire s'ils avaient su qui était mon compagnon. Et que je devais plutôt le remercier d'avoir toujours voulu préserver l'anonymat de notre vie de couple. Il y a eu aussi le passage charmant où j'ai voulu, comme compte assez visible, qu'il parle de mon harcèlement et des autres victimes car je n'étais pas seul. Et il a été particulièrement hautain en me répondant qu'il n'avait pas vocation à défendre tous les comptes random d'abonnés à 3 chiffres qui se faisaient harceler sur Twitter. Que ce n'était pas politiquement pertinent d'en parler et que lui n'y avait aucun intérêt. Putain mais... Shiny Fennec, si t'étais venu me parler et que tu m'expliquais un peu le contexte de pourquoi t'étais aussi énervé et aussi vindicative sur les messages, sur les 2-3 échanges qu'on avait en MP, bordel de merde, j'aurais été un peu plus compréhensible ou amical. Mais en dehors de ce contexte, comment tu veux comprendre? Je comprends un peu mieux les méga emportements colériques que tu peux avoir à gauche à droite ou les prises de position que tu as pu... T'étais clairement en détresse totale. C'est hallucinant. Et je m'en veux totalement d'avoir eu certains propos un peu agressifs, on va dire. Violents, mais déplacés, on va dire déplacés. Mais je pensais pas que c'était à ce niveau. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Mais je saisis beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de tweets qui remontent contextualisés avec tout ça, je revois un peu le truc. Mais bref, continuons.
Et il avait été de fort mauvaise foi en m'expliquant que mon harcèlement aurait été blablabla, et je l'ai déjà lu. Par contre, quand il a vu que plein d'autres youtubeurs faisaient leur beurre dessus, plusieurs semaines plus tard, il a sauté sur l'occasion de traiter le sujet qui était devenu miraculeusement passionnant. Mais idem, il m'a mise de côté, n'étant pas connu, alors même que j'étais concerné, que j'avais des kilomètres de documents sur le sujet, des écrits, mais pour lui, je n'étais pas assez qualifié. Seul lui était à même de pouvoir traiter le sujet. Mais mal. Il s'en rendait compte, mais comme les excuses pour lui sont exclues, il s'est enfoncé toujours plus loin. Et on s'est disputé de plus en plus. Il m'accusait de le pourrir avec ça, de lui reprocher de ne pas avoir parlé au début de l'histoire et de ne pas être contente quand il en parlait finalement. Il ne comprenait pas ce que je voulais lui faire comprendre. Mais c'était moi la fautive, toujours. Et finalement, quand il a sorti sa vidéo, il m'a quitté. Il y a un problème ? Vivi ? Vivi ? Tu veux que je vienne ? T'as besoin que je vienne ou pas ? Mon cœur, je fais une vidéo. C'est quoi ta question ? Bah c'est forcément une nouvelle partie que tu viens de télécharger. Je veux manger froid, je sais, mais bon, la vidéo, elle est assez folle. Bref, reprenons. Je sais plus où j'en étais. Mais pour lui, je n'étais pas assez qualifié. Il y a 3 chiffres. Ah oui, voilà ça. Donc je l'ai quitté, mais c'était moi la fautive, toujours. Et finalement, quand il a sorti la vidéo, il m'a quitté. Je ne vous raconte pas le truc en détail, tout est dispo sur mon Twitter, juillet 2020, je raconte tout, même quand il m'a insulté en DM parce que j'avais osé partager mon chagrin, même sans le nommer. Arrivé à ce stade du récit, vous devez vous demander où je veux en venir. Quel rapport il peut y avoir avec Andrea ? J'y viens. J'avais juste besoin de tout lâcher, de contextualiser, et c'est pas évident de résumer 3 ans de relation comme ça, surtout en lâchant des scuds hyper graves. J'en oublie sûrement, hein, mais il est quasi 3h30 du matin et j'écris d'une traite depuis presque 3 heures maintenant. Sans m'être relu. Et je ne le ferai pas, sinon jamais j'aurai le courage de tout poster. De toute façon, mes potes ont eu le récit détaillé de tout au fur et à mesure, et je les autorise à raconter ce que j'ai oublié, si éventuellement, ils le jugent pertinent. Donc il y a une semaine, pile dimanche dernier en fait, un ami commun me contacte pour me dire qu'une de ses amies a eu des problèmes avec mon ex, que c'est grave. Il ne lui a pas dit qu'il me connaissait, ni que j'étais l'ex de son agresseur, mais que ça serait bien qu'on rentre en contact, j'accepte. Il me donne son arrobase, et la pote chez qui je dormais me voit changer de couleur. Je la connais, cette fille. Je suis son travail car Chéri Connard m'en avait parlé. C'est une youtubeuse qu'il avait essayé de se faire, comme pour l'autre mutu. Il lui avait raconté qu'il était en couple libre et qu'il allait me demander mon avis pour coucher avec elle. En toute logique, je lui avais répondu, en pleurant, hein, parce que ça ne fait jamais plaisir d'entendre que ton mec discute de sexe avec une autre meuf, au point d'avoir envie de la voir pour coucher avec elle. Je ne l'empêcherai pas, mais que s'il voulait vraiment, je le quitterais. Ce soir-là, il a beaucoup crié, me reprochant que je l'empêchais de sociabiliser. What? Alors que moi, j'avais aussi... Je te trompe pas! Je sociabilise! Quoi? Alors que moi, j'avais aussi plein de potes youtubeurs que je voyais IRL pour boire des verres, ou même dormir chez eux. Oui, je balance. Il a insinué que c'était chelou d'avoir été dormir chez mon meilleur pote, pigeon gratuit. Ah putain, il manquait plus que lui. En fait, c'est Suicide Squad. C'est toujours les mêmes qui tournent en boucle. Sans qu'il se passe rien. Ou d'aller si souvent boire des pina coladas avec Franck Grusset, parce qu'il devait avoir une idée derrière la tête. Alors que moi, perso, je dis pas à mes potes que j'ai envie de leur sucer la bite. Il est cool, hein, le monde de ces gauchistes, pro-féministes. Il est vraiment cool. C'est un milieu très de niche. C'est un cercle très restreint. C'est le cercle des poètes disparus. Alors que moi, perso, je dis pas à mes potes que j'ai envie de leur sucer la bite. Les messages que j'ai trouvés entre Chéri Connard et Andrea étaient plus qu'équivoques, et à son initiative, à lui, ivre de colère, il a fini par lui envoyer un message de fin de non-recevoir qui tombait de nulle part à 2h du mat en me disant « Voilà, t'es content, je lui ai mis un stop. J'ai écrit et envoyé le message devant toi. Mais va falloir te plaindre si je te largue dans... Mais va pas falloir te plaindre
Si je te largue dans 15 jours parce que j'aurais envie d'aller voir ailleurs. Draguer, pour moi, c'est important. Et si tu me retires ça, je dépéris. Vous êtes en couple. Normalement, t'es en couple, tu dragues plus. Point. Non. Après, moi, c'est le problème, moi, d'être trop machiste viriliste ou plutôt de l'ancienne école serbe à l'ancienne. C'est-à-dire que du moment que t'es en couple, les autres femmes n'existent plus. Alors, tu peux les regarder, mais il n'y a pas de drague et il n'y a pas de visite. Enfin, je veux dire, j'ai une Nissan Qashqai, je vois, il y a une putain de Ferrari Testarossa qui passe dans la rue, je vois, oh, la vache! Mais c'est pas pour ça que j'ai envie de rentrer dedans, je respecte ma Qashqai. Bref. J'en étais où? Croyez-le ou non, ça faisait plus de 4 heures qu'on en parlait, il était 2 heures du matin, j'étais à bout, j'ai fini par lui dire en pleurant, d'accord, continue à draguer, mais juste du flirt, hein, dis que tu as une copine, juste ne me trompe pas. Drague mais ne me quitte pas. Pitoyable. Et encore une fois, on peut pas en vouloir à Shiny Fennec d'avoir ce genre de réponse. Elle est complètement sous l'emprise de ce mec. Complètement sous l'emprise. Et elle n'a plus de prise de décision cohérente. C'est impossible. Et c'est ouf. C'est ouf. Le témoignage est ouf. Il faut qu'un max de nanas qui vivent ça. Et c'est très compliqué, mais qui essaient de trouver un moyen de lâcher. Parce que, mine de rien, je sais que psychologiquement, ça fait beaucoup de bien de coucher ça par écrit, de sortir ça, de garder ça à l'intérieur, c'est très compliqué. Mais faut un courage d'enculé, faut clairement un courage de ouf. Et en plus, il m'avait arraché ma bénédiction, sauf qu'à ma connaissance, il n'a dragué personne. Il a attendu notre rupture pour la contacter. Et c'est pas une figure de style, hein. On a vérifié les dates, le mec a attendu 3 jours, comble, il l'a DM le jour où on aurait dû se retrouver pour nos vacances. Autre coïncidence, il l'a agressé le jour où on aurait fêté nos 3 ans ensemble. Tout ce qu'Andrea décrit, je l'ai visualisé. J'ai vu le regard qu'il a eu, ses attitudes, comment il culpabilise pour arriver à ses fins, pour avoir les gens à l'usure, installer une ambiance si malaisante, qui ferait faire n'importe quoi pour que ça s'arrête, et retrouver le gars gentil qu'il sait être. Je m'en suis tellement voulu de ne pas l'avoir contacté à ce moment-là, pour la prévenir. Je m'en suis voulu de ne pas avoir accepté le call-out public de ma mutu quand on s'est séparés l'année dernière. Je me suis reproché tant de choses qui au final ne sont imputables qu'à Chéri Connard. Car oui, Chéri Connard, c'est à toi que je m'adresse pour finir. Je sais que tu continues à stalker mon compte et que tu vas te douter qu'Andrea et moi on s'est parlé. On n'a fait que ça pendant la semaine écoulée, à se soutenir parce qu'on chialait n'importe quand de colère et de tristesse, de se dire qu'on n'était pas ta seule victime, à en faire des cauchemars toute la nuit. Oui, oui, cette semaine j'ai beaucoup rêvé de toi et te dire si je rêve. J'ai même imaginé que tu viendrais t'excuser de tout le mal que tu nous as fait. Et elle est conne, Anso, de croire encore inconsciemment. Lol. Je sais que tu t'en fous éperdument, que rien ne compte à part ton nombril, et si là tu flippes, c'est juste de ta réputation, de ton nombre d'abonnés, de tes tipeurs. Tu t'en fous d'avoir réveillé nos traumas ou de nous en avoir causé d'autres. Tu as profité de nous. Tu as eu son admiration. Merde, j'en étais où? Et donc elle dit, je précise et je le redis, n'allez pas lui parler ni en DM ni en public. Bloquez-le et faites passer le message. Le but, c'est vraiment de l'empêcher de nuire encore et de mettre à jour l'hypocrisie de ce discours face à ce qu'il est IRL dans son privé. Et donc elle continue. D'un coup, c'est tout petit. Et mon amour, tu as eu sa gentillesse et ma dévotion, tu as eu sa dignité et mon amour-propre. Tu as tout piétiné sans jamais te préoccuper de nos ressentis, sans une once d'empathie, mais toujours en brandissant la tienne, dès qu'on essayait de te mettre face à tes incohérences et tes contradictions. Prenant en plus comme excuse tes problèmes psy, comme ultime bouclier pour couper court à toute discussion et justifier l'indéfendable. Mais bon, apparemment, t'es pas le seul. Un de tes potes youtubeurs sceptiques s'en sert aussi pour justifier sa conduite dégueulasse. Même ton maître à penser et idole à des bails sexuels au cul. Oui, je suis au courant de ça aussi. Je sais pas de qui elle parle du coup.
Si vous avez des indices, les commentaires sont là. Il va vraiment falloir penser à faire le ménage dans nos rangs, parce que ça suffit les pseudo-camarades alliés féministes qui prêchent la bonne parole et sont infoutus de l'appliquer quand ça concerne leur tub. Shiny Fennec, tu le sais, je suis un gros connard, machiste, viriliste, serbe, je suis pas d'extrême droite, même si tu penses que je suis d'extrême droite, bref, on va le dire, t'as mis ça sur le coup de la colère. Si tu veux venir en discuter, on peut se faire un live, ou même en off, ou même en... Bref. J'ai pas tous les idéaux, on va dire, toutes les vertus moraux, la barrière et la frontière que tu mets hyper haute, mais je suis loin d'être un enculé pareil, quoi. Enfin, je crois que tout le monde n'est pas un enculé pareil, quoi, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait deux personnes comme ça. Si, c'est possible. Je peux même pas y penser, en fait. C'est ouf. Donc tremble pour ta sécurité, parce que personne n'ira te chercher comme tu le crains si fort. Tu n'es rien et tu ne vaux pas la peine, mais tremble parce que c'est fini pour toi Internet. Ta carrière, dont tu chiales si fort qu'elle n'a pas décollé depuis 2015, eh bien je t'annonce qu'elle n'a plus aucune chance. Plus personne ne va prendre le risque de te soutenir ou même de bosser avec toi. Il n'y a que ta réputation qui compte pour toi. Aujourd'hui, tout le monde sait quelle ordure tu es vraiment. Te rappelles-tu cette nuit où j'ai encore pleuré toutes les larmes de mon corps et je t'avais dit pendant que tu fixais avec dédain mon chagrin ? Te souviens-tu de ce que je t'ai dit ? Un jour, je vais écrire un livre sur ta légende noire et je l'appellerai Ma vie dans l'ombre du bouseux. Tu as ri, tellement persuadé d'être intouchable et à l'abri. Maintenant, c'est nous qui rions. Nota bene, mais pas celui-là. À mes lecteurs, merci de ne pas chercher à le contacter en DM ou en public, il ne vit que pour le buzz qu'il suscite. La meilleure punition, c'est de l'ignorer. Unfollow, bloquez-le. Il ne mérite que notre mépris et notre dégoût. Pour l'empêcher de recommencer. Il faut lui retirer son influence et son audience. À vous de jouer, amis, alliés. Si vous êtes une de ces victimes, n'hésitez pas à nous contacter en DM. Vous n'êtes pas seul. Nous vous croyons. Vous n'êtes pas coupable. On est ensemble. On est là. Et on vous soutient. Je serai fort. Sur mon cœur. Je vous aime. Ensemble, on a la force de déplacer des montagnes et de faire changer la honte de camp. Plus jamais ça. Ni d'oubli, ni de pardon. Sororitairement, Anne-Sophie. Shiny Fennec, le témoignage, il est juste dingue. Je sais pas si t'es arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo ou si tu m'as insulté pendant 8 heures, mais je t'en retiens pas rigueur. Avec un témoignage comme ça, t'as toute ma compassion. Tu peux t'exciter et m'insulter autant que tu veux, t'as toute ma compassion. Je t'en veux pas. C'est ouf, un témoignage pareil. C'est ouf, des agissements pareils. De la part d'un mec qui se veut hyper vertueux, gauchiste, pro-féministe et tout le bazar. Les commentaires sont là, n'hésitez pas à fagoster l'algorithme de YouTube. Je ne vais pas dire liker là-dessus, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Partagez sur les réseaux sociaux pour mettre un maximum de personnes au courant. Et à bientôt pour des aventures qui, j'espère, seront un peu plus rigolotes et joyeuses. Bye.